À côté de ces lieux et symboles coloniaux en apparaissent de nouveaux. Ce sont ceux de l'extrême droite et de groupuscules qui envisagent nos lieux de vie comme des espaces à occuper. Mais n'allons pas croire que c'est seulement l'idéologie raciste qui est à l'origine des crimes d'esclavage. En réalité, l'idéologie raciste est le vernis que certaines et certains considèrent et considéraient à l'époque, mais encore aujourd'hui, comme acceptable pour diviser les humains entre eux et justifier que certaines et certains soient exploités pendant que d'autres soient des exploiteurs. C'est l'apogée du capitalisme qui nécessite le racisme, le patriarcat et toutes les formes de discrimination, pour justifier l'inégalité de traitement des uns, des unes et des autres. Et le racisme, le sexisme sont nécessaires au capitalisme. Il faut vraiment que nous gardions ça en tête. Le racisme est nécessaire au capitalisme. Parce que tant que d'aucuns continueront à croire que certaines personnes sont par essence meilleures que d'autres, que la vie des uns ne valent pas celle des autres, et que ça les autorise à les dominer, à coloniser, à rabaisser, à humilier, à violer, à frapper, à tuer, alors le capitalisme aura encore toujours de beaux jours devant lui. Lorsque le peuple se réveille, qu'il refuse d'accepter la division, qu'il réclame la justice et l'égalité par tous les moyens, le système capitaliste sort ses armes, l'ordre, la répression et le fascisme. Hier, discrètes, des mouvances d'extrême droite apparaissent aujourd'hui au grand jour, y compris dans les lieux de grand public du centre-ville. Dans certains bars nantais identifiés par Contre-Attaque, et nous les en remercions, des groupuscules violents se réclament d'idéologie néo-nazie et tiennent leurs réunions. À l'université, là aussi, le syndicat d'extrême droite uni tente de s'implanter dans la violence. En 2023, lors des élections étudiantes, on ne comptait plus les insultes racistes, sexistes et transphobes lors des tractages, jusqu'à l'agression physique d'étudiants sur le campus et dans le tram. On a assisté à la banalisation de l'extrême droite sur le terrain des idées et la multiplication de ces actions publiques comme clandestines. Ces actes violents de groupuscules fascistes se multiplient et ciblent aussi la communauté LGBT. En mai, c'est la librairie queer Les Vagues qui a été vandalisée. Le lendemain, on a retrouvé dans les rues adjacentes des stickers du comité du 9 mai, un groupuscule d'extrême droite. La librairie fait d'ailleurs l'objet régulièrement de tags LGBT-phobes et je veux ici leur renouveler tout mon soutien, comme à toutes les victimes d'agressions sexistes, racistes et LGBT-phobes. Les dégradations récurrentes contre les marches des fiertés à Nantes comme à Rennes ont bien évidemment un caractère LGBT-phobe. Quoi qu'en pense la police et quoi qu'en dise la justice. Il ne vous a pas échappé que les critères d'homophobie, de racisme ou de phobie de façon générale ne sont jamais des critères retenus lors des dépôts de plainte. La dernière tentative en date sur les marches des fiertés, c'était le 10 novembre. Elle impliquait 3 mineurs équipés de bombes de peinture bleues, blanches et rouges. C'est également des agressions homophobes à coups de marteau et de maillet que nous avons connues à Nantes. Des personnes qui étaient littéralement poussées dans des guet-apens en utilisant des sites de rencontres, qui ont été frappées et dépouillées. Tous ces actes témoignent d'une même offensive violente et assumée. Ces groupuscules d'extrême droite bénéficient d'ailleurs ici, dans notre département, d'une complaisance inquiétante de la part de la préfecture et des services de police. En juin à Nantes s'est tenu le gala du bien commun de Pierre-Édouard Sterrin, qui a théorisé et mis en œuvre le projet Périclès, projet ouvertement d'extrême droite, qui nous explique comment cette idéologie va s'implanter en France et avec quels moyens. Depuis, des réunions publiques se sont tenues un peu partout en France, mais chez nous, c'est à Vertou et ici, à Saint-Herblain, qu'elles ont eu lieu. Et toujours, la préfecture les a autorisées, la police les a protégées, les manifestantes et manifestants venus s'opposer, eux, ont été noyés sous les gaz lacrymogènes, surveillés par des drones et des hélicoptères, frappés et embarqués en garde à vue. Je veux avoir aussi une pensée pour Saint-Brévin. En 2022-2023, l'extrême droite s'est littéralement déchaînée parce que la municipalité voulait y placer un centre d'hébergement de demandeurs d'asile. Le maire a reçu des menaces, y compris physiques, des intimidations, jusqu'à l'incendie criminel de son domicile et de sa voiture.
Et alors que le maire voulait déposer plainte, les policiers, comme le préfet, lui ont répondu que ça ne servait à rien, que c'était la liberté d'expression. Se sont alors enchaînées des manifestations néo-nazies, l'une d'elles quelques jours seulement après l'attentat contre le maire et sa famille. Le maire en avait bien sûr demandé l'interdiction, et le préfet a répondu qu'il ne pouvait pas interdire pour des raisons juridiques. C'est quand même assez étonnant, parce que quand il s'agit de nous interdire de manifester, il sait trouver les raisons juridiques qui lui permettent de le faire. C'est deux poids, deux mesures, et c'est absolument ahurissant et insupportable. Donc la manifestation des néo-nazis a bien eu lieu. Dans la rue, on voyait flotter des drapeaux de reconquête de Zemmour, et on entendait « La France aux Français ». Le maire, qui n'était pas pourtant un gauchiste notoire, a fini par démissionner et a dénoncé l'abandon de l'État. Nous l'avons rejoint avec mes collègues insoumis et insoumises, notamment avec Mathias Tavel et Andy Kerbrat, pour le soutenir, et nous avons aussi dénoncé cet abandon. Pire qu'un abandon, je parlerai plutôt de complaisance. Lorsque des groupes néo-nazis encagoulés défilaient dans les rues de Saint-Brévin, ils étaient salués et escortés par la police, tandis que ces mêmes policiers gazaient les antifas venus protester. Mon collègue député d'ailleurs, Andy Kerbrat, avait lui-même été gazé à bout portant alors qu'il était identifié avec son écharpe. La préfecture semble avoir choisi son camp au point d'en épouser l'idéologie. Ils peuvent toujours nous interdire de manifester, nous surveiller avec des drones, avec des hélicos, déchaîner leur violence contre nous dans les mobilisations, ils nous trouveront toujours sur leur chemin. Nous tiendrons bon, nous serons encore plus nombreuses et nombreux mobilisés contre leur idéologie, pour la Palestine, contre toutes les colonisations, pour les droits des LGBT et dans les luttes féministes. C'est d'autant plus important que Nantes semble être un laboratoire de la politique raciste de notre gouvernement. Et la préfecture de Loire-Atlantique fabrique aujourd'hui à Nantes des irrégularités. Je vous explique. On a des avocates, des avocats, des associations, des citoyennes, des citoyens qui m'alertent tous les jours face à ce qui ressemble à une politique discriminatoire, voire xénophobe, systémique sur le département. La préfecture de Loire-Atlantique n'assure plus le traitement normal des demandes de titres de séjour et d'asile. Les dossiers sont bloqués, il n'y a pas de réponse, et on voit arriver des ruptures de droit. Ces pratiques traduisent en fait une dérive profondément raciste et déshumanisante. Depuis la nomination de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, le dialogue entre la représentation nationale et la préfecture est même totalement rompu. Et cela ne va pas changer, et n'a pas changé avec Núñez. Auparavant, j'obtenais, moi, des réponses régulières à mes courriers lorsque je demandais des recours gracieux, lorsque des gens n'avaient pas obtenu leur titre de séjour. Et souvent, on obtenait même des réponses favorables, parce qu'on avait appuyé un dossier et qu'on avait montré à quel point les gens en fait, respectaient toutes les conditions pour pouvoir obtenir un titre de séjour. Depuis 1 an et demi, on n'a plus rien, ou presque. On a quelques victoires, 2, 3, mais on n'a pas réussi à fêter plus que ça. Et les avocates et les avocats n'ont pas plus d'écoute, voire même on leur interdit d'assister leurs clientes et leurs clients sous prétexte qu'il n'y a pas assez de chaises. Quand ils répondent que c'est pas grave, ils resteront debout, on leur prétexte des conditions sanitaires. Le Covid, en fait, n'est pas partie de la préfecture. Sachez qu'il y a un cluster permanent à la préfecture de Nantes. Ces avocates et ces avocats relancent, mais font face à un mur, et de la part des services préfectoraux, c'est toujours un silence administratif qui prive les exilés et leurs défenseurs d'un interlocuteur. Et place les gens dans des situations totalement inhumaines. Les délais explosent. À Nantes, c'est 18 mois pour l'ouverture d'un dossier, contre 6 à 9 mois il y a seulement 2 ans. Les demandes de régularisation sont enregistrées en 48 heures, et puis elles sont gelées pendant 1 an et demi. La plateforme ANEF, alors que globalement, si on n'est pas soi-même étranger en France, on ne connaît pas, tant mieux pour vous, parce que c'est une plateforme qui bug en permanence, qui est régulièrement totalement inaccessible, et sur laquelle, lorsqu'on remplit son dossier, les erreurs se multiplient en permanence.
les dossiers sont clôturés alors qu'ils n'ont pas été traités, ou tout simplement on vous demande 1000 fois de redéposer le même document et on vous dit que le document est manquant alors même que vous l'avez déjà enregistré 1000 fois sur la plateforme. Pour les recours après la notification d'un refus, ce n'est pas mieux, parce qu'il n'y a pas que la préfecture. En France, pour passer devant le tribunal administratif, en moyenne, il faut compter 1 an. À Paris, c'est 1 an. À Nantes, c'est 4 ans. C'est compliqué de faire respecter ses droits dans ces conditions-là. Le résultat, il est que on a des centaines de personnes qui se retrouvent en situation irrégulière, qui perdent leurs droits sociaux, leur emploi, leur logement, qu'on envoie ensuite dans des CRA et qu'on expulse. Et ce ne sont pas des lenteurs techniques en fait, ce sont des choix politiques. Retarder, bloquer, décourager, puis expulser. C'est ça en fait toute la stratégie. C'est pas un hasard. C'est la préfecture qui organise l'irrégularité des personnes étrangères à Nantes. Chaque dossier non traité, chaque réponse automatisée, chaque fermeture de guichet participe à cette même logique. Empêcher les exilés d'accéder à leurs droits et les rendre expulsables pour répondre aux délires racistes des ministres de l'Intérieur successifs. C'est comme ça qu'on a Awa, exilé du Tchad, qui a fui pour sauver sa fille de l'excision, qui, malgré les preuves qui attestent du danger, la préfecture lui maintient un rejet à sa demande pour pouvoir rester en France. Sa famille risque l'expulsion alors que la menace de mutilation sur sa fillette est bien réelle. Marie, ressortissante gabonaise, qui est gravement malade, a reçu une OQTF, malgré ses pathologies graves et un traitement absolument indisponible dans son pays. Amadou, qui est installé en France depuis 1999, qui était titulaire d'une carte de résidence, n'a plus aucune réponse à sa demande de renouvellement depuis 2 ans. Aujourd'hui, il est sans papier, il ne peut plus travailler et il ne peut plus se loger dignement. Ça, c'est 3 exemples de personnes qui nous ont sollicités, qu'on essaye d'accompagner, et on en reçoit des comme ça tous les jours. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Christine qui est au fond de la salle, qui les reçoit, qui les appelle, qui les écoute, qui les accompagne, et qui malheureusement est souvent bien démunie parce qu'elle n'a aucune réponse de la préfecture à chaque relance. Ces situations, malheureusement, elles ne relèvent pas de l'exception. Et je veux dénoncer vraiment la violence administrative systémique qui sert en réalité de com raciste pour notre gouvernement. Ces dérives locales ne sont que la traduction de la ligne fixée par Bruno Retailleau et poursuivie par Núñez dans ses directives aux préfectures. Elles sont appliquées avec zèle en Loire-Atlantique. Les conditions d'obtention des titres de séjour sont toujours plus dures. Les accès à la naturalisation est volontairement entravé. Et alors là, il faut que je vous raconte un truc. Est-ce que vous avez déjà essayé de passer le test de français et le test de culture générale qui est demandé aux étrangers pour pouvoir attester qu'ils sont bien intégrés, bien intégrables en France? Eh bien, je vous mets tous et toutes au défi. Je suis à peu près certaine qu'il n'y a pas la moitié d'entre nous qui sommes capables d'obtenir un bon score au test ni de français ni de culture générale. Et ça, c'est pas fait pour rien en fait. C'est une bonne façon de trier les gens et de les empêcher tout simplement d'accéder à la naturalisation. Le message, il est clair. Transformer la régularisation ou la naturalisation en parcours d'obstacles infranchissables. Cette même logique raciste, on la retrouve aussi dans les contrôles aux faciès qui ont eu lieu et qui ont été très largement bien organisés à Nantes pour constituer des fichiers d'illégaux exilés. Les données pouvaient être donc transmises à la préfecture pour justifier des retraits ou des refus de titres de séjour. Et en ce moment aussi, ce sont les familles géorgiennes qui sont spécifiquement visées. Et ça, c'est bien dégueulasse, vous allez voir. D'abord, on leur assigne une obligation de quitter le territoire français. Ensuite, on les expulse de leur logement. Et enfin, on les renvoie directement en avion. Parce que la sous-préfecture nous parle d'opportunité de départ. Alors, traduction. L'opportunité de départ, c'est on a affrété un avion vers un pays avec lequel on n'a aucun accord, et donc pour lequel on peut renvoyer les ressortissants sans qu'ils les refusent,
Et donc, on va remplir cet avion. Et on s'adresse à qui? Aux préfets les plus zélés de France. Et à Nantes, ça n'a pas loupé. Toutes les familles géorgiennes ont été pourchassées, littéralement pourchassées. On est allé chercher les enfants, on est allé chercher les familles, quelle que soit la condition, les enfants étaient scolarisés, les familles avaient un emploi. On s'en fout. On les rafle, on les met dans l'avion, retour à la maison. Peu importe qu'ils aient été intégrés, qu'ils aient pu apporter quelque chose, et peu importe finalement la trace et le manque qui restent, parce que, et c'est là aussi j'aimerais souligner ce fait, les premiers à s'être émus et à avoir manifesté, à s'être opposés à ces OQTF, ce sont les enfants. Ce sont les copains, les camarades de classe des enfants géorgiens qui n'ont pas compris. Et parfois, j'aimerais bien qu'on retrouve nos yeux d'enfant pour se rendre compte à quel point c'est absolument injuste. Et que nous nous révoltions de la même manière qu'eux. Parler aussi de l'hébergement, de l'accueil, ça veut dire parler à Nantes de l'hébergement d'urgence. Et là encore, on a des alertes de discrimination envers les personnes exilées. Il y a à peine quelques semaines, on nous appelait à la permanence parce qu'une femme enceinte de 6 mois, qui a des papiers, avait besoin d'un hébergement d'urgence. Le même soir, une femme de 9 mois, sans papiers, avait elle aussi besoin d'un hébergement d'urgence. Je vous laisse deviner laquelle des deux a pu être hébergée. Et je vous laisse réfléchir à quel point c'est inhumain de devoir faire le tri. D'avoir quelqu'un qui me dit « bah non, en fait, je ne peux ouvrir qu'une seule place d'hébergement, donc il faut choisir ». Donc on a choisi la femme enceinte avec des papiers. Et on a laissé une femme enceinte de 9 mois, sans protection, ni pour elle, ni pour son enfant à naître. Mais dites-vous bien que la personne enceinte de 6 mois n'a pas été hébergée suffisamment longtemps pour être à l'abri jusqu'à la fin de sa grossesse. Aujourd'hui, l'hébergement d'urgence en France, et malheureusement, dans notre département, dans notre agglomération, c'est aussi un manque de place pour tout le monde, en réalité, qu'on ait des papiers, qu'on n'en ait pas. Si ces faits étaient confirmés comme étant, comme je le crois, systémiques, ils constitueraient une atteinte inacceptable à l'égalité devant le droit au logement. Nous avons voulu interroger le préfet sur le sujet, avec mes collègues, pour justement aller mettre le doigt sur l'aspect systémique. Et là non plus, nous n'avons pas reçu de réponse. On a demandé un rendez-vous, nous attendons toujours. Je rappelle une petite dimension qu'il faut garder en tête. L'un des 3 rôles du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement. La préfecture n'est que l'émanation locale du gouvernement. La Constitution nous donne donc le droit et leur donne le devoir de répondre à nos alertes, de répondre à nos demandes de rendez-vous et de répondre à nos questions. Aujourd'hui, nous avons donc un gouvernement qui ne répond plus à sa représentation nationale. On s'est dit qu'en fait, le préfet il devait être trop occupé. Parce qu'en ce moment, il a un gros chantier sur la table. En fait, il en a même 2. Le premier, le plus rapide, c'est la création d'un LRA. Ça vous parle, ça, le LRA? Ça ressemble à un truc qu'on n'aime pas, ça ressemble à CRA. Mais le LRA, c'est un petit CRA. C'est un lieu de rétention administrative. En fait, c'est un simple module AGECO installé dans la cour de Waldeck-Rousseau, destiné à enfermer les personnes en situation irrégulière avant expulsion. Théoriquement, en France, le défenseur des droits et la contrôleuse des lieux de privation de liberté est censé être informé de tous les lieux existants de restriction de liberté. Les LRA, malheureusement, ça peut être juste un bureau, un AGECO, ça peut être une maison inhabitée qu'on va occuper ponctuellement. Et le contrôleur général des lieux de privation de liberté n'est jamais informé de l'existence même de ces LRA. Et savoir qu'il faut traverser tout un commissariat, aller dans la cour du commissariat qui n'est pas accessible au public, pour pouvoir accéder au LRA,
c'est déjà un problème. C'est déjà un problème parce que les seules personnes qui ont la possibilité aujourd'hui d'aller vérifier ce qui s'y passe ne connaissent pas son existence, n'en sont pas informées et sont forcément restreintes dans son accessibilité. Évidemment, l'existence même du LRA est un problème. Personne n'a été consulté d'ailleurs sur le sujet. Enfin, je ne sais pas si vous avez reçu une alerte, on vous a demandé votre avis. Au fait, vous êtes OK pour qu'on installe un lieu de rétention de liberté dans l'enceinte même du commissariat? Non. Et là aussi, on a un problème de démocratie. On a un problème parce que nous ne sommes pas informés, parce qu'on n'est pas consultés sur ce genre de choses. Et pour rappel, donc, ces CRA, ces LRA, ce sont donc des endroits où on prive les gens de leur liberté, non pas parce qu'ils ont enfreint la loi, ils ont commis un délit, un crime, mais simplement parce qu'ils sont en situation irrégulière. Parce qu'en voulant fuir la guerre, la misère ou que sais-je, ils sont aujourd'hui en France en situation irrégulière, qui, je le rappelle, situation qui est entretenue par la préfecture. En gros, on met en prison des gens sans qu'ils aient commis le moindre crime, le moindre délit, et que la préfecture refuse de remplir sa mission d'accueil. En ce moment même, et jusqu'au 5 janvier, la préfecture de Loire-Atlantique ouvre une consultation publique sur le projet du CRA. Et je vous invite à y participer massivement. Le collectif Colère Nantes, dont la France Insoumise fait partie, avec d'autres associations, appelle à le signifier clairement. N'hésitez pas, allez-y, massivement. Allez regarder cette consultation, participez à cette consultation, dites ce que vous en pensez. Il faut qu'ils nous trouvent en face d'eux, il faut qu'ils trouvent notre position ferme, que nous affirmions que ce projet raciste, indigne, inutile et coûteux, nous n'en voulons pas. Et cette consultation, en fait, elle n'a qu'un seul objectif, c'est de tenter de légitimer la construction du CRA sur le champ de manœuvre, donc une zone humide, sur la tête du bassin versant, zone essentielle pour la gestion des milieux aquatiques et de la biodiversité, car en plus d'être indigne, ce projet est aussi écocide. Bien évidemment, rien n'oblige la préfecture à suivre les observations citoyennes et les résultats de la consultation. D'ailleurs, probablement, elle ne le fera pas. Mais je vous invite quand même à y participer. Parce que ce sera déjà la seule fois où on nous demandera notre avis sur ce projet. Et parce que s'ils veulent se draper dans un semblant de démocratie, et c'est d'ailleurs ce qu'ils font en faisant cette consultation citoyenne, venir ignorer nos voix, venir ignorer nos oppositions, c'est venir ignorer la démocratie et montrer à quel point finalement ils ne pourront même pas se draper dedans. Vous trouverez sur la table du fond des informations sur le sujet. Je vous invite toutes et tous à vous y référer. Tous ces faits forment un climat immonde. Ils sont malheureusement le terreau laissé par les discours de haine, par les chaînes d'information en continu qui désignent des boucs émissaires, et par la montée assumée de mouvements qui rêvent de réécrire nos droits et d'effacer nos libertés. Alors aujourd'hui, ici, ensemble, nous pouvons affirmer ceci. Nous refusons la banalisation de l'extrême droite. Nous refusons que nos quartiers, nos villes, nos vies deviennent le terrain de jeu d'idéologies de violence et d'exclusion. Nous sommes nombreux, nombreuses, nous sommes déterminés, nous le disons haut et fort, la Loire-Atlantique restera un territoire de solidarité, de diversité, de droit et de lutte. Nous portons la mémoire des combats passés et nous portons la force du collectif aujourd'hui.